Et on va recevoir Gilles Kepel. Alors c'est un honneur pour nous de le recevoir ce soir. Prophète en son pays, bien sûr, son livre actuellement aux éditions de l'Observatoire, c'est vraiment une des références actuelles. Gilles Kepel, vous avez vu, il est toujours cité d'ailleurs à chaque fois qu'on reçoit un spécialiste du Proche-Orient. Et il est avec nous ce soir. On va faire le point, bien entendu, sur ce qui se passe au Proche-Orient. Les bombardements se sont intensifiés à Gaza. Un aéroport a été pris d'assaut après l'atterrissage d'un vol venant de Tel Aviv aussi. Vous l'avez vu en Russie. Ça, c'est incroyable. Vous allez voir ces images, c'est complètement fou. On a envie de faire le point avec Gilles Kepel et qui nous explique bien entendu tout cela. Mais avant tout, regardez ces terribles images de bombardement de ce week-end à Gaza. Regardez. Merci Gilles Kepel d'être avec nous en direct à 19h51 dans Touche pas mon poste. C'est vraiment c'est important pour nous de nous avoir. Beaucoup de gens vous citent en plus. À chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent sur ce plateau, elles vous citent. On rappelle votre livre, Un prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Ça, c'est vraiment un ouvrage qu'il faut lire absolument, je vous le dis, pour tous ceux qui nous regardent, même les plus jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui s'est passé ce week-end à Gaza ? Là, on a vu maintenant le début d'une offensive ou de la contre-offensive israélienne, puisque pour les dirigeants de l'État d'Israël, après la catastrophe à la fois humaine, politique et militaire qu'a été la razzia du 7 octobre, avec ces 1400 personnes au moins, d'après ce qu'on sait, qui ont été massacrées, et les images ont circulé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc les autorités israéliennes ont décidé de mener une contre-offensive en disant que leur objectif était d'éradiquer le mouvement terroriste Hamas, je les cite, à qui on impute la responsabilité des assassinats du 7 octobre. Mais bien évidemment, cette offensive dans un territoire extrêmement peuplé, tout petit, ne peut pas se produire sans s'accompagner d'un grand nombre de victimes. Bien sûr, selon les autorités israéliennes, les militants, les activistes, les dirigeants du Hamas, mais aussi une grande partie de la population civile qui n'a pas soit voulu fuir, soit pu fuir. Et l'une des grandes différences entre ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a disposé des images, des espèces d'images atroces, obscènes, même des réseaux sociaux qui sont allés dans le monde entier, où on a vu des gens qui se faisaient tuer, égorger, etc. Et encore en France, on a vu dans les pays occidentaux des images généralement floutées. Ailleurs, quand on regardait les réseaux sociaux dans le reste du monde, c'était des images absolument atroces, sanguinolentes, épouvantables. Mais là, précisément, parce qu'il y a le blackout de l'information sur Gaza, parce que l'Internet et l'électricité ont été coupées, on ne voit pas ce qui se passe. On a des images, celles que vous avez à l'écran, c'est-à-dire qui sont fournies par la télévision israélienne. On voit les chars qui sont en train d'avancer, mais on ne voit pas l'intensité des morts, et pour ça, on dépend principalement de l'information fournie par les dirigeants du Hamas. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux des images terribles. Moi, j'ai deux exemples qui m'ont frappé. Il y a cette image, cette scène qui tourne beaucoup. Les personnes du Hamas viennent dans une famille, vont chercher un des fils de la famille, lui disent d'aller taper chez le voisin. Ils exterminent la famille du voisin, puis le fils. Et puis il y a aussi cette image aussi qu'on a vue à Gaza. Lorsqu'elle est récente, on a vu ce petit garçon à Gaza qui va reconnaître les cadavres de toute sa famille. Oui. Ça, c'est deux images, moi, qui m'ont vraiment, ce week-end, vraiment bouleversé. Et c'est vrai que ça, c'est les deux images qui ont le plus tourné sur les réseaux. Que ce soit ce petit garçon ou ce jeune homme qui va taper à la porte des voisins et voilà, pour qu'après il se fasse massacrer. C'est fou, ça. C'est aussi cette guerre des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a l'impression... Je vais vous dire, ce qui est fou, c'est que je reçois beaucoup de SMS des deux côtés. Et c'est fou de dire aussi des deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, c'est aussi une guerre de la communication. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi actuellement. Oui, tout à fait, parce que chacun, d'une certaine manière, a tendance à s'identifier avec les siens. Oui, et un camp dit c'est atroce parce que
ce sont des Juifs qui ont été tués, ce sont des Occidentaux qui ont été tués d'une manière barbare. On s'identifie à ces victimes et on considère que leurs assassins sont des meurtriers. Et d'autres disent ce sont des Arabes et des Palestiniens, des musulmans qui ont été tués. C'est la faute des Israéliens, c'est la faute des Occidentaux qui les ont soutenus. Et par exemple, ça a été le thème du grand discours d'Erdogan à l'aéroport d'Istanbul aujourd'hui, accusant l'Occident, la croix, de lutter contre le croissant, etc. On ne peut pas être insensible devant ces deux images. Qu'on soit, qu'on soit israélien ou palestinien, on ne peut pas être insensible devant ces images que je vous ai décrites, que je n'ai pas voulu vous montrer. Oui, c'est un peu pour ça, si je puis dire. C'est un peu le sens, je crois, du voyage du président Macron dans la région, qui était un voyage qui recherchait, d'une certaine manière, à voir toutes les parties pour favoriser un dialogue, un processus de paix, si c'est encore, on peut encore dire ça aujourd'hui. Mais c'était aussi un voyage qui était destiné à la population française, puisque vous savez que la France est le pays d'Europe où il y a la plus importante population d'origine ou de confession juive sur le territoire français, de citoyens français ou résidents, citoyens pour l'essentiel, et également la plus importante population d'origine musulmane, ou de confession musulmane. Et donc c'était aussi une volonté d'apaiser les choses et de faire en sorte d'éviter l'identification, si ce n'est aux victimes, puisqu'après tout, on s'identifie à toutes les victimes, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais, c'est ça. En tout cas, de traduire ça dans la haine face à ceux du camp opposé. Et c'est bien l'un des grands enjeux aujourd'hui et l'une des grandes inquiétudes à l'intérieur de nos sociétés ici, en France et ailleurs. L'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras n'était pas causé directement par ce qui s'est passé à Gaza. C'est ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire que ça crée une ambiance dans laquelle quelqu'un qui avait déjà envie de passer à l'acte, tout d'un coup, s'est senti d'autant plus motivé à le faire. Vous voyez, et ça, c'est un véritable enjeu, c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important, je crois, qu'une émission comme la vôtre, qui a un très grand rayonnement, puisse justement contribuer à essayer de mettre les choses à plat autant que possible, en tout cas dans notre société. Bien évidemment, ce n'est pas ici sur votre plateau qu'on va faire la paix au Moyen-Orient, mais si on peut éviter l'exacerbation des passions, je crois qu'on aura fait une œuvre utile. Ce qui est fou, Gilles Kepel, c'est qu'on le voit sur les réseaux sociaux, une personne ne peut pas condamner les deux scènes que je vous ai décrites tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut condamner ou l'une ou l'autre, alors que ces deux scènes sont insoutenables l'une et l'autre. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui se dire c'est inadmissible ce que j'ai vu là et c'est inadmissible ce que j'ai vu là. Ça, c'est bien le problème des réseaux sociaux. Ouais. C'est que dans les réseaux sociaux, vous adhérez à un groupe qui est le vôtre. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose où on essaie généralement de déterminer le vrai et le faux ou de faire la part des choses, mais au contraire, on adhère à un groupe et les adhérents à ce groupe se montrent les uns les autres, si vous voulez. Et vous allez plutôt vers les réseaux sociaux dont vous pensez qu'il va réfléchir vos propres fantasmes, vos propres fureurs, etc. Et c'est toute la difficulté, parce que une émission comme la vôtre, si des gens disent des bêtises ou incriminent tel ou tel, ils sont ensuite, ils peuvent être poursuivis en justice. Il y a dans les réseaux sociaux, vous êtes anonyme, vous êtes protégé par votre anonymat, et c'est en particulier pour les gens plus jeunes que nous ici, qui se nourrissent principalement de ça, c'est un enjeu absolument fondamental. Alors, j'ai une question à vous poser, Gilles. C'est une question tout le monde me pose actuellement, c'est éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, on l'a vu avec Daesh à l'époque, on entendait on veut éradiquer Daesh, c'est impossible, il y a tout de suite d'autres mouvements, il y a l'État islamique qui est venu après, etc. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de se dire aujourd'hui on va éradiquer le Hamas? Alors, c'est une question très importante. Si, pour ceux que ça intéresse, dans ce livre, justement, je raconte précisément comment le djihadisme a muté, si vous voulez, comment on est passé du djihad en Afghanistan, ensuite du djihad qu'on a vu en Algérie, en Égypte, l'Algérie qui avait frappé la France dans les années 90, puis à Al-Qaïda qui a frappé l'ennemi lointain aux États-Unis, ensuite au djihad en réseau
de Daesh avec des gens qui circulaient pour l'essentiel entre le Levant, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, et puis l'Europe, notamment la France. Et toutes ces organisations, d'une certaine manière, ont fini par être liquidées parce que c'était des organisations qui n'avaient pas de base dans la masse de la société, si vous voulez, qui étaient des groupes extrêmement restreints, qui donnaient des ordres, mais qui n'étaient pas implantés. Le Hamas, c'est assez différent parce que c'est au départ une organisation qui s'est construite parmi les Palestiniens. Ce n'est pas quelque chose qui est venu d'en haut. Une organisation assez complexe qui a d'ailleurs, il faut le dire, dans un certain nombre de cas, été favorisée, et c'est le paradoxe, par les autorités israéliennes elles-mêmes, et notamment par M. Netanyahou, le Premier ministre actuel. Justement, parce que pour nos téléspectateurs, je vous dis, ils ont entendu de nombreux intervenants dire ici, le Hamas a été créé par Netanyahou. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Créé, non. Pas créé, exactement. C'est ça. Voilà. Non, parce que c'est ce qui a été dit ici. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment le vrai du faux de cette histoire? Je vais essayer. Oui. Après, on peut aussi ne pas être d'accord avec mes explications, bien sûr. Mais quand il y a eu le processus de paix, le processus d'Oslo entre Israël et les Palestiniens, il y a eu chez certains dirigeants israéliens la volonté de favoriser l'émergence de mouvements islamiques face à l'OLP qui était nationaliste. Et moi, je me souviens, par exemple, quand je faisais ma thèse en Égypte en 1980, quand l'Égypte avait récupéré le Sinaï, je suis allé dans le Sinaï, et en traversant le canal, on attendait, à l'époque il n'y avait pas tellement de sécurité, où il y avait le chargé d'affaires israélien qui attendait aussi. J'ai un peu discuté avec lui et sa femme qui était une juive française, et il m'a demandé sur quoi je travaillais. Je faisais ma thèse sur les frères musulmans. Il m'a dit « Ah, ça nous intéresse beaucoup, puisque les frères musulmans sont des gens avec lesquels il faudra qu'on travaille également. » Vous voyez ? Et donc, il y avait toujours cette volonté d'une certaine manière, de faire en sorte qu'à l'intérieur de la Palestine, les mouvements religieux soient aussi présents pour diminuer l'influence des mouvements nationalistes, vous voyez, pour affaiblir leur adversaire, pour qu'il y ait plusieurs interlocuteurs qui, du reste, se battaient entre eux ou étaient hostiles les uns aux autres. Ensuite, ce qui s'est passé dans les phases récentes et pendant les gouvernements Netanyahou, c'est que, puisque Gaza, il faut bien se rendre compte, Gaza est une cocotte minute en explosion permanente, avec une population qui est venue généralement, vous voyez, on voit sur notre carte, d'une grande partie des territoires qui sont devenus Israël, qui n'ont pas où aller, où les gens vivent en grande partie des subventions qui sont fournies par les Nations Unies. Et donc, il fallait trouver une solution pour assurer la vie quotidienne. Et le Qatar, chaque mois, envoyait un avion plein de dollars qui arrivait à l'aéroport Ben Gurion, qui était escorté par les services secrets israéliens, le Mossad, le Shin Bet, jusqu'à Erez, c'est-à-dire jusqu'à cette fameuse barrière électronique que j'ai traversée de nombreuses fois quand j'allais dans la bande de Gaza ou ailleurs pour faire mes enquêtes et mes études, et qui était quelque chose qui apparaissait comme complètement infranchissable, si vous voulez. Ce qui pose des questions sur la manière dont elle a pu être désactivée avec une telle facilité. Et je ne pense pas que ce soit un garagiste du Hamas avec un tournevis et une clé à molette qui a fait ça. On a là, à mon sens, l'action de service étatique beaucoup plus important, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui est derrière le Hamas et en fait le fer de lance qu'on appelle son axe de la résistance, c'est-à-dire les gardiens de la révolution iraniens. Et donc vous aviez ensuite les services secrets égyptiens qui escortaient dans la partie Gaza les dollars du Qatar qui étaient répartis pour payer les fonctionnaires, les hôpitaux, etc. Mais évidemment, le Hamas prenait ses frais de dossier, si j'ose dire, importants. Et donc, vous aviez cette espèce de modus vivendi. Ça, donc, c'est pour ça que... Voilà. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est fait l'objet d'une remise en cause très profonde en Israël. Et Netanyahou est accusé pour cette raison-là. Il faut bien voir aussi que le processus de paix que les Américains ont favorisé entre un certain nombre de gouvernements arabes et les Israéliens, par exemple le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn, d'autres, où avant il y avait l'Égypte et la Jordanie, avaient pour objectif, pourquoi est-ce que ces gouvernements souhaitaient pactiser avec Israël? C'est aussi pour disposer de l'armement israélien,
qui leur permettait de s'opposer à leurs adversaires, le Maroc à l'Algérie, les Émirats à l'Iran, par exemple. Et donc, tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte pour répondre à votre première question, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a un tel déchaînement de violence. Parce que, dans termes de géopolitique régionale et mondiale, Israël a besoin de restaurer l'image de sa supériorité militaire, voire de son invincibilité, qui a été très profondément mise à mal par la facilité déconcertante avec laquelle la frontière a été désactivée, des gens sont passés à travers. Alors vous savez qu'il y a aujourd'hui toutes sortes de débats très importants en Israël, accusant justement Netanyahou d'avoir, disons, érodé la fibre nationale israélienne en s'appuyant sur l'extrême droite des colons en Cisjordanie, qui lui permettait de changer la constitution pour qu'il n'aille pas en prison pour ceux dont il est accusé, etc. Ça s'est traduit par le fait qu'un certain nombre de pilotes israéliens, de l'élite militaire, etc., ont refusé de faire leur période. Et puis une grande partie de l'armée était envoyée en Cisjordanie. Si on revoit la carte comme ça, les gens la verront. Voilà, c'est ça, vous voyez, là où il y a écrit Jérusalem, la bande de Gaza est en bas, c'est tout petit, ce genre est beaucoup plus grand, pour soutenir les colons et faire la police dans les colonies, ce qui a complètement dégarni la bande. Tout ça, ça fait partie aujourd'hui des remises en cause qui se produisent en Israël et qui font que M. Netanyahou est extrêmement critiqué au moment même où il lance l'offensive. Alors l'offensive, elle se produit comment? Elle se produit... au départ, il y a eu toutes des déclarations qui disaient on va attaquer, on va tout détruire, on va éradiquer le Hamas. Mais en réalité, ça se passe de manière progressive. Je veux dire, ce qui n'enlève rien à l'étendue des dégâts, à l'étendue des victimes, etc. Avec chaque fois la possibilité de faire un pas pour la négociation de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a en face d'Israël? Il n'y a pas seulement le Hamas. Il y a aussi ceux qui font les intermédiaires, c'est-à-dire le Qatar, le pays sur lequel s'était appuyé M. Netanyahou justement pour gérer Hamas d'une manière indirecte. Et puis derrière, parce que la plupart des dirigeants de Hamas vivent, les grands dirigeants les plus fameux vivent aujourd'hui au Qatar, dans les grands hôtels, à Doha. Et il y a l'Iran derrière qui voit dans le Hamas, si vous voulez, le fer de lance de la ligne de résistance contre Israël qu'il a mise en place avec le Hezbollah libanais, etc. La différence, c'est que Hamas est un parti sunnite, issu des frères musulmans, alors que tous les autres sont des partis chiites, qui donc sont deux versions différentes de l'islam. Et il y a une espèce de lutte aujourd'hui, à l'occasion de cette guerre, pour l'hégémonie sur l'islam politique, entre d'un côté le pôle iranien, dirigé par l'Iran et ses gardiens de la Révolution, et de l'autre côté, un monde sunnite dont les principales organisations politiques ont été très affaiblies ces derniers temps. Daesh a été ratatiné, Al-Qaïda détruite, et les frères musulmans eux-mêmes sont en position de faiblesse. Donc, si vous voulez, tout ça se joue en même temps. Et c'est ça qui rend le décryptage du phénomène un peu complexe. Alors, j'espère que j'ai aidé à vous comprendre et non pas à rendre les choses difficiles. Mais... Gilles Kepel, moi je parlais avec mon ami là, ma coiffeuse il y a un instant, elle m'a dit de toute façon je peux mal te coiffer parce qu'on va tous y passer, il va y avoir une 3e guerre mondiale, ou 4e comme on dit. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à ça aujourd'hui? Mais je crois qu'il y a un très grand sentiment d'inquiétude aujourd'hui. Sur l'embrasement. Parce qu'on voit bien que, par exemple, vous voyez, des alliés de l'Iran qui sont les Houthis du Yémen du Nord ont envoyé des missiles sur le golfe d'Aqaba ou d'Eilat qui sont tombés sur l'Égypte, qui auraient pu toucher des bateaux civils qui se trouvaient là. Et donc, on est aussi dans une situation où il n'y a plus véritablement le système des grandes alliances autrefois qui, d'une certaine manière, maintenait l'ordre, c'est-à-dire vous aviez le bloc occidental avec l'OTAN, le bloc du pacte de Varsovie, il y avait des conflits localisés, et du reste, c'est dans le monde musulman que tout ça a commencé à se déglinguer, puisque c'est le djihad en Afghanistan qui a fait tomber l'armée rouge et qui a exposé que c'était plus qu'un tigre de papier, qui fait que l'URSS s'est effondrée avec la chute du mur de Berlin en 1989. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça, on n'a plus ces blocs qui s'appuient les uns sur les autres, et on voit bien qu'on a plusieurs lignes de faille, lignes de front. Il y a la guerre en Ukraine,
il y a la guerre qui renaît au Moyen-Orient, il y a l'affrontement américain avec la Chine. Et donc tout ça s'interpénètre et vous n'avez plus, comme autrefois, les États-Unis ou l'Union soviétique qui donnent des ordres à des alliés. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'au Moyen-Orient, chacun, d'une certaine manière, joue sa carte, essaye de pousser son avantage, mais on n'est plus dans une situation qui est contrôlée comme autrefois, vous comprenez ?